maison, on sait que les hommes, en majorité, sont désordonnés. Excusez-moi de le dire ici, mais c'est ce qu'on nous dit. Je rappelle que c'est les femmes de moins de 10 ans qui disent cela. Ça concerne les hommes de moins de 10 ans certainement. En général. Parce qu'il a commencé là pour arriver dans ses 40 ans. Le désordre aussi. Et puis l'homme doit être propre. La propriété aussi. La propriété à la maison. C'est les tueurs silencieux. Vous avez mis la propriété dedans. D'accord. On a parlé des reproches. Ah, c'est les reproches. Ah, dans les exemples de reproches. Ah, ok, d'accord. C'est bien compris. Le désordre. Ah chérie, pourquoi tu es comme ceci? Il faut être un peu propre, il faut être un peu stylé. Selon ton goût, quoi. Parce que tu as ton homme, tu veux qu'il ait au moins ton style, ton goût. C'est pareil aussi pour les hommes. Si tu vois que ta femme n'attache pas tous les jours, tu n'aimes pas, tu lui dis elle ne change pas. C'est ce genre de choses. Et puis aussi, bon, on a cité aussi la sexualité dans le couple. Il ne faut pas toujours avoir les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, il faut innover aussi. Voilà. Changer toujours les mêmes positions, tout ça là, c'est pas normal. Soyez aussi stylé. De la manière la femme, quand elle a envie, elle se met sexy, elle est bien chic, il faudrait que les hommes aussi fassent ça de temps en temps. Ça c'est le quatrième tueur silencieux qu'on a pu trouver. On a parlé de la sexualité. 5. L'entretien corporel. Il faut être propre. L'homme doit être toujours propre. De la manière la femme est propre, belle, attirante, il faudrait que l'homme aussi fasse autant. Et puis le téléphone également. Voilà. Concernant le téléphone, tu es au lit, à minuit, le téléphone est dans ta main. C'est le téléphone-là qui a marié ou bien quoi? À tout moment, tu es sur le téléphone, on ne peut même pas causer. On t'a pas dit de donner ton code. On t'a pas dit de donner ton code secret. Mais téléphone là, il y a des moments pour ça. Si tu es dehors, tu peux jouer avec ton téléphone. Tu es à la maison, madame à la cuisine, tu peux passer le temps sur ton téléphone. Mais une fois on est dans la chambre, le téléphone là, faut déposer. J'ai dit, une fois on est dans la chambre, le téléphone là, faut déposer. Déposer le téléphone. Voilà, c'est pas le téléphone que tu as utilisé. Oui. C'est la femme que tu dois manipuler, c'est pas le téléphone. Pour proposer des solutions pratiques en se basant sur la Bible, on a donné quelques versets, on n'a pas trop développé. On a parlé de 1 Corinthiens 13, verset 14. On a dit que l'amour est en tout temps. L'amour n'est point envieux. Donc c'est ces exemples-là qu'on doit prendre pour éviter que le couple se détruise. Il faudrait qu'on ait l'amour l'un pour l'autre. S'entendre, s'entraider, communiquer surtout, comme on l'a dit. Et puis Proverbe 14, verset 1 aussi, il parle de la femme. La femme vertueuse qui bâtit son foyer. La femme insensée renverse le foyer. On a parlé aussi de Proverbe 14, verset 29. On dit qu'il faut avoir des paroles douces. Il faut savoir parler. Parce que quand on parle avec la colère, ça suscite vraiment beaucoup de disputes. Merci. Les tueurs silencieux du mariage. On a donné comme définition qu'est-ce qu'on appelle tueurs silencieux. Ce sont les habitudes ou comportements négatifs qui peuvent détruire la qualité d'un mariage.
Maintenant, en 2, quels sont les tueurs silencieux? Le premier point, le manque de communication. Manque de communication, il y a la télévision, le téléphone, et puis aussi la manière de s'adresser à son conjoint. Voilà. C'est vrai que quand on se marie, on forme une seule chair, mais on vient aussi d'éducations différentes. Il y a des femmes qui ne savent pas parler à leur mari. Elles ne savent pas parler à leur mari. Non, c'est pas une question de doucement, laissez-nous parler. Donc, le manque de communication, il y a des femmes aussi qui ne savent pas parler. Comme on le disait en atelier tout à l'heure, concernant le mariage, tout n'est pas inscrit dans la Bible. Voilà. Je pense qu'il y a des expériences, qu'on dit, il y a des expériences aussi qu'on acquiert au fur et à mesure. Voilà, il faut retenir cela. Et puis tout à l'heure, la représentante des femmes de 10 ans a parlé. Parle de notre atelier. Mais calmez-vous. Non, je ne réponds pas. Elle a donné un point que nous aussi on a traité. Voilà. Elle a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. TikTok. C'est pas une les réseaux sociaux. Donc généralement, le salon devient un cyber. La femme est toujours sur son portable. Et le lit aussi devient un mini cyber parce qu'elle est toujours en ligne. Deuxième point. La monotonie. Et la monotonie, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, comme l'a dit notre frère pendant l'atelier, il y a la monotonie, c'est d'abord psychologique. Hein. Voilà. Souvent, il faut changer un peu les dispositions des meubles dans la maison. C'est vrai, je valide. Ah, je valide. On reconnaît les professionnels. Il faut changer un peu les meubles dans la maison. Et puis aussi, ça c'est pour la maison. Et même dans la chambre conjugale aussi, tu peux changer aussi la disposition du lit. Ouais, là c'est vrai. Parce que pendant 10 ans, la tête ne va pas rester toujours vers le mur qui donne chez le voisin. Tu peux essayer aussi de décorer la chambre. Le salon, tu peux pas écouter, c'est ça qui se passe. Écoutez les choses, décorer la chambre. Et puis aussi, la monotonie aussi, un autre point de la monotonie, il faudrait que souvent aussi les femmes, nos épouses, acceptent aussi de se faire draguer dans le foyer. Je m'explique. Accepter de se faire draguer, c'est quoi? C'est pas toujours avec la même perruque, pour te quitter au boulot, tu es revenu, tu es dans ça, avec un pagne noué là au niveau de la poitrine. Et puis après, mais chérie, habille-toi bien, ici à la maison. Ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes. Et puis la monotonie aussi au niveau des relations sexuelles. C'est vrai que ça c'est un sujet tabou dans nos églises évangéliques, mais là nous sommes en couple, on va en parler. Généralement en fait, les relations sexuelles, quand tu pars avec ta femme, c'est un désir mutuel. Et un désir mutuel, c'est, oui, quelqu'un a entendu ici communication, oui, c'est une communication émotionnelle, c'est une communication de beaucoup de choses. Voilà. Bon, je ne suis pas encore allé au 6e ciel, ni au prix, moi je ne sais pas. Mais au fait, il faut changer. C'est-à-dire quand tu t'approches de ta femme, ou tu veux innover, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, hein, ni à l'église. Mais je crois que, comme aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte,
Le Saint-Esprit aussi inspire souvent. Mais quand tu pars, quand tu veux, voilà, si, merci docteur. Quand on veut créer avec la femme, ah, c'est quoi, il y a déjà vu, c'est quoi ça? Alors que vous savez que généralement, quand un garçon, un homme est prêt à aller avec sa femme, psychologiquement, il est préparé. Physiquement, son corps aussi est préparé. Il est lancé. Et il est lancé, merci pour vous. Et quand il est lancé, en principe, il doit, non pas d'effrayer, mais il ne doit pas avoir des hauts au lit. C'est quoi ça? Non, ça fait grave. Tu te laisses aller. Comme de la manière tu manipules ton téléphone, laisse, on va manipuler aussi le téléphone, on va te manipuler. De toutes les façons, il n'y aura pas de dégâts. Alléluia. Amen. Une femme, après une bonne partie avec son homme, elle est toute joyeuse. Elle chante en principe. Elle chante le matin. Elle chante les louanges. Elle chante les louanges. L'homme, oh, il est plutôt... Il sort comme un conquérant. Il sort comme un conquérant et il se dit oui. Ma maman m'a fait garçon. Maintenant, un troisième point. Le manque de compréhension mutuelle. Le manque d'attention des deux côtés. Hein. Et puis aussi le problème d'ego. Voilà, le problème d'ego. Comme solution, nous avons pris des versets bibliques. Philippiens 2, versets 3 à 4. Oui-même. Philippiens 2, verset 3 à 4, qui parle du besoin de l'autre. Éphésiens 4, verset 32, qui parle du pardon. Éphésiens 4, verset 26, la colère et l'amertume. Proverbe 15, verset 1. Faire attention aux mots qu'on utilise, notre manière de nous adresser les uns envers les autres. Un autre point encore, c'est conserver son regard d'amoureux. Et là, on peut le lire dans Proverbe 15, verset 18 à 19. Et le mariage, c'est se donner entièrement. On peut le voir dans Cantique 2, verset 16. Ainsi présenter l'exposé de Jésus. Confiance, de pardon, d'honnêteté, de compréhension. Le manque d'épanouissement sexuel, la monotonie. Plus de 10 ans là aussi. Mauvaise gestion des belles familles. Et puis, le manque de moyens financiers, de la mauvaise gestion et financière également. Comme solution, Vous n'avez pas donné des exemples pour étayer. au niveau du manque de communication, il y a tellement de choses. Donc, on va donner un seul. Je rentre dans les détails. Ceux qui ont dit manque d'inspiration. Hein. Donc le manque de communication, on en a parlé en chose, mais on n'a pas voulu noter comme c'était un devoir. C'est-à-dire que dans le foyer, on doit communiquer. C'est pas parce que tu as l'argent, tu te lèves et puis tu vas, tu changes les fauteuils. Tu ne dis rien à madame. Tu changes le frigo. C'est vrai qu'on peut faire des surprises, mais je veux dire que vous devez parler de tout. Vous devez parler de tout. Tu dois sortir, tu dois informer, monsieur, je dois aller ici, je dois... En tout cas, vous devez être fusionnel en matière de communication. Rien ne doit étonner ton conjoint. Rien ne doit l'étonner. Deuxième point. Le manque de spiritualité, c'est-à-dire que dans le couple, on doit avoir le culte familial de façon quotidienne, de façon régulière. C'est vrai que monsieur peut prier là-bas, madame peut prier là-bas, de son côté, mais c'est pas ça qu'il faut. Ça, c'est quand tu étais célibataire. Maintenant, quand vous êtes mariés, chacun fait pour lui
Mais il y a cette plaque, ce côté où vous devez prier ensemble. Vous devez méditer ensemble. Vous devez avoir la même vision concernant comment suivre le Seigneur. Et ça peut aplanir beaucoup de choses. Si vous lisez la parole de Dieu ensemble et que par exemple vous avez médité sur le pardon ensemble, vous n'aurez pas de problème à vous pardonner devant des situations. Wow. Le manque de confiance. Ok. D'autres tueurs, on a dit le manque de confiance, de pardon, le manque d'honnêteté. Si on ne peut pas se pardonner dans le foyer, ça ne va pas durer. Vous serez là physiquement, mais vous ne serez pas fusionnel. Parce que chacun va se méfier. Il faut être aussi honnête. Il faut être honnête. Parce que si tu n'es pas honnête et que ton conjoint découvre que tu fais des choses qu'il ne sait pas, ou bien ta conjointe découvre que tu fais des choses qu'elle ne sait pas, ça va gâter beaucoup de choses. Si c'est quelqu'un qui s'exprime, elle va le dire. Ou bien si c'est quelqu'un, un monsieur qui s'exprime, il va le dire. Sinon, les distances vont commencer à s'installer. Donc on doit être transparent dans le mariage. On doit être vraiment transparent. Donc le manque aussi, on a parlé de manque de compréhension. Et si vous ne vous comprenez pas, ça gâte beaucoup de choses. Et la compréhension, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous devez vous comprendre sur tout. Parce que la vie, là, c'est pas je me lève, je prie, je lis ma Bible. Il n'y a pas que ça. Il y a la gestion des enfants, il y a les projets, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion des familles, il y a les voyages, il y a beaucoup de choses. Donc vous devez vous comprendre, vous devez apprendre à vous comprendre. On ne s'impose pas, on cherche à se faire comprendre, on explique. Et quand on ne tombe pas sur un terrain d'accord, le chef a raison. Jusqu'à ce que le Seigneur lui prouve qu'il a tort. Le volume est bon? Quand on ne se comprend pas, je dis et je répète, le chef a raison. Jusqu'à ce que le Seigneur lui montre le contraire. Donc si toi tu avais raison, toi la femme, et que le monsieur ne veut pas reconnaître, vous partez pour parler dessus sa voix, faut le laisser là-bas. Et puis toi tu rentres en secret, tu pries. Dieu même va lui parler. S'il va dire, chérie, tu avais raison. Le volume est bon. Les 5 plus importants tueurs silencieux du mariage avec les exemples à la pluie. Nous avons le manque de respect mutuel. Le manque de respect mutuel, c'est surtout l'humiliation publique de l'un envers l'autre. L'humiliation publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la foule, dans le public, tu parles à ton conjoint avec une certaine arrogance. Tu parles, ou bien la conjointe parle avec une certaine arrogance dans le public. Et ça, c'est pas normal. C'est pas bon. C'est un tueur silencieux. Nous avons les relations sexuelles. L'harmonie. L'harmonie dans les relations sexuelles. Quand je parle de l'harmonie, c'est la mauvaise gestion. On a tout développé ici déjà. Mais il faut que la gestion sexuelle soit mutuelle, compréhensive dans les deux côtés. Si l'autre, il est comme une bête sexuelle, c'est-à-dire, lui, c'est ce que lui veut, c'est ce que lui il aime à tout temps, à tout moment, ça tue l'autre. Si l'autre est comme un pingre sexuel, ça tue le bête sexuel. Donc il faut de l'harmonie pour pouvoir conjuguer les choses. Pour pouvoir conjuguer les choses. Et la responsabilité de la femme, c'est la soumission. En fait, on en parle, on cite souvent ce texte avec passion, avec la chair sans comprendre la profondeur. La femme est soumise, mais l'homme a la plus grande responsabilité. Parce qu'on dit, l'homme doit se donner, aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Quel acte Jésus-Christ a posé dans son amour pour
l'église, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Donc il faut que nous les hommes, nous puissions donner notre vie pour notre épouse, pour notre femme. C'est ce qui est la vérité. C'est ça qui est la plus grande responsabilité. Oui, c'est ce qui est la plus grande responsabilité. Bah, un homme qui dit, moi je ne peux pas me sacrifier pour ma femme. C'est pas normal. Quand tu l'aimes, tu te donnes comme Christ s'est donné à l'église. Quel qu'en soit son péché. Parce que Christ n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé notre bassesse. Il s'est donné pour tout cela. Donc je pense que ça résout tous ces problèmes. C'est la solution principale. Nous avons, si on peut continuer, 1 Pierre 3, versets 7 à 8. Et pour les solutions sexuelles, on l'a déjà dit, les devanciers ont déjà parlé de ça. Il faut vraiment s'harmoniser. Il faut vraiment se connaître. Tu connais ton conjoint et ton conjoint te connaît. Il faut se connaître. Il faut savoir les limites des uns et des autres. Parce que, au fait, chaque corps a sa limite. Chaque corps a sa limite. On ne peut pas prendre l'exemple de l'autre et puis vouloir imposer ou bien l'appliquer avec forçat sur son conjoint. Chaque corps a sa limite. Donc quand vous êtes ensemble, il faut connaître les limites de l'autre. Il faut connaître les limites de l'autre. Ça c'est la solution. Et il faut être généreux. Oui, il faut être généreux. Il faut être généreux parce que souvent, on manque de générosité, surtout les femmes manquent de générosité envers l'homme. Non, ça ne dépend pas, c'est la vérité. Voilà. Donc, comme solution, nous voulons parler aussi de la gestion des enfants, le culte familial. Le culte familial, la gestion, l'éducation avec, comment je vais dire, avec l'éducation mutuelle avec les enfants. C'est-à-dire la mère et le papa ensemble donnent les éducations à l'enfant. C'est vrai qu'il y a toujours deux tendances, l'autre est doux, l'autre est dur, mais il faut toujours trouver le juste milieu pour que les enfants soient en harmonie avec leurs parents. Nous avons un verset pour la communication, Proverbe 16, 24, qui est un très bon verset. Proverbe 16, 24, on peut... Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Les moins de 10 ans là, elles disent, enfin, les hommes de 10 ans disent d'échanger lit tous les jours. Celles-là disent qu'elles veulent être manipulées comme téléphone. Les vieilles mères là disent qu'elles sont trop généreuses. Maintenant, les hommes là disent qu'ils sont prêts à mourir à la croix. Donc, après avoir écouté tout ce qui a été dit, nous écoutons. Ok, gloire à Dieu. Donc, comme tonton Lata le disait tout à l'heure, chacun a exposé, on a écouté, et tout le monde a dit vrai. Voilà. Moi, j'apporte mon apport en tant que sociologue. Voilà, donc je ne viens pas déconstruire les différents arguments qui ont été donnés, parce que ces arguments-là sont valables. Voilà, je viens juste apporter ce que nous, les sociologues, pensons de ce thème-là. Et donc, je suis d'accord avec la définition que les seigneurs ont donnée. En effet, un tueur silencieux, il tue de façon sournoise. J'ai retenu ce mot-là, de façon sournoise, c'est-à-dire, il agit et ce n'est pas perceptible. Donc, en réalité, tous les différents points que vous avez énumérés, ce sont des conséquences de ce tueur dans le mariage. C'est-à-dire que ce tueur dont je vais parler, c'est lui qui fait qu'il y a un manque de communication. Ce tueur dont je vais parler, c'est lui qui fait qu'il y a un moment donné, sexuellement parlant, il y a des distances qui se créent.
Nous, les sociologues, disons que quoi? Il y a distance déjà. Par contre, il y a séparation physique. On parle déjà de distance quand, d'un point de vue émotionnel, cette distance-là existe. Donc, madame est partie, par contre, elle a pris ses bagages pour partir de la maison. Madame est déjà partie quand, émotionnellement parlant, elle n'existe plus. Quand elle est morte émotionnellement, elle est déjà partie. Quoique étant physiquement là dans le mariage. Voilà. Je pense que ce tueur-là crée dans le mariage. De qui il s'agit? On l'appelle l'attente. C'est pas s'arrêter à un carrefour pour attendre une personne, non. C'est pas je vais à un arrêt de bus, j'attends le bus. On le connaît tous. L'attente, c'est-à-dire sous forme d'espérance, des attentes. J'entre dans le mariage avec des attentes. Et quand ces attentes-là ne sont pas satisfaites, ça crée en moi une frustration. Et comment se manifeste cette frustration? Elle se manifeste à travers tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Voilà. Donc, les attentes, c'est quoi? J'entre dans le mariage avec une espérance. J'entre dans le mariage avec, comme on le dit, une bulle, et puis j'ai des rêves à l'intérieur. J'entre dans le mariage avec ces rêves-là. Et quand j'arrive dans le mariage, et que ces attentes, ces éléments avec lesquels je suis entrée, je ne les vois pas se manifester, je commence à être frustrée. Ces attentes-là se manifestent en deux grands groupes. Il y a des attentes qui sont positives et il y a des attentes éventuellement qui sont négatives. Donc on va passer en revue dans un premier temps les attentes qui sont positives. Donc quand j'entre dans le mariage, bon, je parle en tant que femme, mais donc jeune fille, j'entre dans le mariage, j'entre avec mes attentes. Donc je m'attends à ce que dans ce mariage-là, mon homme m'honore. Je m'attends à ce qu'il me respecte. Donc quand j'entre dans le mariage, vu qu'on vient de deux environnements sociaux différents, monsieur a grandi à Daloa, moi j'ai grandi à Tabouaké. C'est vrai que je suis née, j'ai en moi des, comment on dit déjà, des prédispositions que j'ai héritées de mes parents. Et aussi de l'éducation qu'on m'a donnée à la maison en tant que femme. On me dit non, quand tu es femme, il faut apprendre à faire la cuisine, il faut apprendre à faire le ménage, il faut savoir tenir un foyer. Et puis on te prépare aussi à être maman. On sait quoi, quand on est, bon, tout de suite on nous donne une poupée, il faut la mettre au dos et tout ça. Donc, dans mon contexte familial, on me prépare en tant que femme déjà à entrer dans un foyer. Mais il y a un élément que la famille ne contrôle pas forcément, c'est l'environnement. Et la personne qui naît et qui est dans la famille est un élément social. C'est-à-dire qu'il a plusieurs environnements avec lesquels il va rentrer en contact. Il est à la maison quand il est bébé, mais quand il grandit, il part à l'école. Donc, il va côtoyer plusieurs éléments dehors avec les amis et tout ça. Donc, tout ça, c'est un bagage qu'il a en lui. Et heureusement ou malheureusement, ce bagage-là va aller s'extérioriser dans le mariage. Donc, moi, je rentre dans mon mariage avec mon bagage biologique, avec mon éducation, bien entendu basée sur mes coutumes, mes valeurs et tout ça. Mais mon mari qui vient là, il vient aussi avec ce même bagage-là. Voilà. Donc, il y a certaines familles à qui on apprend le respect. Malheureusement, il y a certaines familles à qui, dans certaines familles où le respect n'est pas forcément une valeur à laquelle on tient. Donc, la jeune fille qui entre dans le mariage, elle, je prends des exemples, hein, c'est valable pour l'homme et pour la femme. Voilà. La jeune fille, elle vient dans le mariage, elle se dit, ah, moi j'ai grandi dans un environnement, pardon, où on nous enseigne le respect et tout ça. Donc, j'imagine que dans mon foyer, en tout cas, je vais donner ce respect-là et en retour recevoir. Mais la dame, elle rentre dans le foyer et elle constate que cet homme avec qui elle est mariée, là, il n'a pas forcément les mêmes valeurs de respect dans le langage, dans le comportement, dans le caractère. Donc, je constate, comme le disait tonton, qu'au public, il a la possibilité de me crier dessus. Moi, je ne suis pas habituée à cela. Donc, je réagis ou je ne réagis pas, mais ça crée des blessures. Je suis frustrée. Hey, moi, je venais là, je m'attendais, je pensais qu'on allait se respecter, on allait faire... Mais pourquoi ça se passe comme ça? Premier point. Donc, je m'attends au respect et quand j'arrive sur le terrain, ce n'est pas forcément le cas. Deuxième point. Quand j'entre dans le mariage, je m'attends à ce qu'on me donne de l'amour et de l'affection, ce qui est tout à fait normal. Mais j'arrive dans le mariage, les manifestations de l'amour sont différentes d'une personne à une autre. Moi, j'ai mes attentes concernant les manifestations de l'amour. Et j'arrive, je vois que les paroles de l'amour de monsieur sont carrément différentes de moi, mes paroles d'amour, de moi, mes langages d'amour.
Moi, j'aime par exemple qu'on me donne des cadeaux. Généralement, les femmes aiment bien qu'on leur donne des cadeaux. Voilà, donc j'aime bien qu'on me donne des cadeaux, tout ça. J'arrive, le monsieur, lui, fais-moi à manger, ceci, cela. Ou bien je m'attends à ce que chaque matin, on me dise, je t'aime. Ou quand j'entends, mais tu es belle, mais je t'aime, tout ça. Mais je constate que le monsieur n'a pas la même conception de cet amour-là. Peut-être pas qu'il ne m'aime pas, il m'aime, mais à sa façon. Je suis frustrée. Je suis frustrée. Je me dis, tiens, donc l'amour ne se manifeste pas forcément comme cela. Ça me fait une deuxième frustration. La troisième frustration, j'arrive, je tombe face à une personne qui n'est pas compatissante et qui ne me soutient pas. Il faut être compatissant. Donc, je m'attends à ce qu'il soit, comme on a l'habitude de le dire, je m'attends à ce qu'il ait pitié de moi un peu quand même. Et comment est-ce que va se manifester cette compassion-là? On arrive généralement dans les débuts du mariage, 1 an, 2 ans, on n'a pas forcément une personne qui vient nous aider. Donc la dame, elle gère son foyer avec son mari. Elle va se lever le matin, surtout si elle est en activité. Certainement, elle va se réveiller plus tôt, essayer de faire le petit déjeuner, arranger tout ça. Le monsieur, il est couché gaillardement. Et il est couché carrément, il n'aide pas. Oui, c'est à elle de le faire. Mais le monsieur ne se dit pas que le fait de venir, j'ai envie de dire aider, mais entre griffes, sa femme, ce n'est pas lui rendre service. C'est ce qui est normal. Parce que le foyer, vous le faites ensemble. Donc, le fait de l'aider à passer la serpillière, à préparer le petit déjeuner et tout ça, vous n'êtes pas en train de l'aider. Hein? Vous êtes tous les deux en train de construire votre mariage, en train de construire votre intimité. Parce que justement, l'intimité, ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Je suis désolée. Donc, vous êtes en train de construire votre intimité comme ça. Merci. Vous êtes en train de construire votre intimité comme ça. C'est un soutien que vous apportez mutuellement. Donc, ensemble, on fait la cuisine ensemble. Oui, bien sûr, ça c'est faisable. Ensemble, on arrange la maison. Ensemble, on crée le cadre qu'on veut, comme nos frères l'ont dit tout à l'heure. Si vous voulez, ensemble, on déplace le lit. Ensemble, on change les fauteuils. Mais tout ça, c'est des manifestations de la compassion et du soutien. Donc, quand la jeune dame arrive dans le mariage, ou même le jeune homme arrive aussi dans le mariage, et que cela n'est pas perceptible, on ne croit pas cela, ça fait une troisième frustration. Et comme la dame, la jeune fille, elle a été préparée à tenir un foyer, elle va, j'ai envie de dire, se dire, ok, il ne m'aide pas, mais c'est mon rôle, je vais faire comment? Donc la dame, parce qu'elle a cette possibilité, humainement, ou je ne sais pas, Dieu nous a dotés de cette facilité d'adaptation. Nous les dames, on a cette facilité d'adaptation, de s'accommoder aux situations. On se dit tout de suite, ok, il ne m'aide pas. Mais comme j'ai été formée pour être femme, épouse, j'ai été formée pour être maman, je vais le faire. Mais c'est des frustrations. Ce n'est pas frustration qu'elle le dit. Donc, ça va lui faire une troisième blessure, une troisième frustration. Voilà. Et pour ça, j'ai envie de donner un exemple. Il y a une amie, voilà, avec qui je changeais et tout ça, qui traversait une période assez compliquée, mais qu'on essayait de l'aider. Et elle m'a dit comme ça que j'en veux à mon mari. Elle vit encore avec son mari. Les deux dorment encore ensemble. Les deux ont encore des rapports sexuels. Ils mangent encore dans le même couvert, ils sortent, ils font tout ça. Mais elle lui en veut. Pour dire qu'on peut être blessé, elle peut vivre normalement. Ce n'est pas perceptible sur le visage. Ce n'est pas écrit sur le front que mon épouse est blessée ou qu'elle m'en veut. Non. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que quand j'étais enceinte, je ne me suis pas sentie soutenue par mon époux. Mon mari n'a pas eu pitié de moi. Compassion et soutien. C'est l'un des éléments, une attente avec laquelle elle est entrée dans le mariage. Et quand elle arrive, son mari ne lui a pas manifesté cela. Elle me dit ceci, j'étais enceinte de notre premier enfant. Et malgré le fait que je sois enceinte, il travaille quand il vient. Il me voit fatiguée. Il va venir, mais il va me sauter. Bah, tu n'as pas fini de préparer. Mais l'état dans lequel tu me vois là, le premier trimestre, ce n'est pas une mince affaire. Comment je vais faire pour faire tout ça? Je suis pas, il faut m'aider. Mais tu as fait tout ça. Tu es une femme. Tes autres camarades là, elles sont enceintes. Elles pilent photo, elles font ceci, elles font cela. Et jusqu'à ce qu'elle aille accoucher, elle m'a dit, je t'aide dans mon sang. Et mon mari n'est même pas rentré me voir. C'est quand je suis sortie de l'hôpital, il m'a soulevée, il allait me déposer chez mes tuteurs. Quand il a trouvé que j'étais suffisamment belle et que j'étais suffisamment remise
de ma maternité et tout ça. C'est là qu'il m'a ramené. Et pour cela, je lui en veux. Donc, la jeune dame, étant seulement à 1 an et demi, 2 ans de mariage, elle avait déjà cette frustration-là. Elle continuait de faire à manger à son mari. Elle continuait de faire tous ses devoirs en tant qu'épouse, mais elle était blessée. Elle était frustrée parce qu'elle avait cette attente-là qu'elle n'a pas vue se réaliser. Voilà. La dernière attente, on l'a déjà développée, c'est le temps qu'on consacre à son conjoint. Et vous l'avez très bien illustré. La télévision qui nous prend le temps ou bien le téléphone. On peut se retrouver dans un contexte où, et j'ai vu une photo comme ça, je crois, dans une famille, peut-être que vous l'avez déjà vu, était à table. Monsieur était sur son ordinateur, madame était sur son téléphone, les enfants étaient sur leur tablette. Voilà l'image que la société nous projette maintenant, l'image de la famille. Voilà ce qu'est devenu la famille de nos jours. C'est malheureux, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'on ne consacre plus du temps à l'époux, on ne consacre plus du temps à l'épouse. On est pris par d'autres choses qu'on a définies comme des priorités. Et quand on veut passer plus de temps, quand on arrive dans le mariage, ce qui est normal, plus de temps avec monsieur, plus de temps avec madame et tout ça. Et on voit souvent au fil des années, il y a beaucoup de choses qui s'estompent. Peut-être aux premières années, oh oui, on sort, on va à la plage, on fait ceci, cela, tout et tout, on prend des photos, on partage, voilà. Et au bout de quelques années, ce facteur temps-là prend un coup. Chacun est absorbé par ses activités professionnelles. L'Internet, Facebook et autres, là, c'est pas venu pour nous arranger aussi. Nous tous, on est versés dedans. Donc, c'est des choses qui bouffent le temps dans le couple et qui créent aussi des blessures. Parce que celui qui a du temps à consacrer et qui en retour ne reçoit pas ce temps, ah, j'ai envie de passer du temps avec mon épouse, ou bien j'ai envie de passer du temps avec mon époux, mais cette personne est occupée à faire d'autres choses. Ok, la personne est frustrée, elle est dans son coin. Nous-mêmes, on ne sort pas, on ne passe même pas de temps ensemble. Je suis toujours seule à la maison, tout ça. Ça crée des frustrations. Il y a aussi la générosité. On doit être généreux envers l'autre. Il y a des personnes qui sont méchantes foncièrement dans le mariage. Ça existe. Des personnes même qui ont l'identité de Christ, mais qui sont foncièrement méchants. Qui sont méchants avec leurs femmes, qui sont méchants avec, leur époux. Donc, tu t'attends à de la générosité. La femme que tu allais prendre chez ses parents, là, quand tu arrivais la chercher, elle était bien encadrée. Bon, après, chacun a son contexte familial, mais bon, en général, elle est bien encadrée. Elle est là avec papa, maman. Elle a 1 ou 2 ou 3 repas par jour. Elle a tout ce dont elle a besoin, tout et tout. Tu vas la prendre, tu l'envoies. Elle change de contexte, elle change d'environnement, tout. Elle vient pour devenir ton épouse. Et puis, avec elle, tu n'es pas généreux. Elle vient et elle s'attend à ses faits, ses gestes, et elle ne reçoit pas cela. Ça crée aussi des blessures. Et comment va se manifester cette frustration? En effet, c'est à travers tout ce que vous allez citer. Cette manifestation de frustration va se manifester, à travers le manque de communication. Je ne communique plus parce que je m'attendais à des choses que je ne vois pas. Je me dis dans tous les cas, même si je lui en parle, est-ce qu'il va m'écouter? Ou bien si au bout de 2 ou 3 échanges, les choses ne changent pas. C'est-à-dire que quand on constate dans un premier temps que monsieur est comme ça, vous allez vous asseoir, vous allez en parler. Mais quand à l'issue de ces différents échanges, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui se fait, cette communication-là va se rompre à un moment donné. Parce que émotionnellement, vous êtes en train d'être détaché. Et puis, si moi, j'attends des choses de mon époux, ou j'attends des choses de mon épouse que je ne vois pas, c'est quoi lui et moi, on va aller faire sur le lit là-bas. Donc, l'intimité aussi va se refroidir. La gestion de la maison va prendre un coup. Parce que les attentes ne sont pas satisfaites. Et nous, les sociologues, on dit que c'est un véné qui est mortel. C'est-à-dire, il va jusqu'au cœur. Et puis, quand tu manifestes cela à travers les actions, c'est douloureux. Et je tiens à signaler que ce véné-là, il se manifeste pas seulement dans le mariage, même dans nos relations amicales. Même dans nos relations amicales, même dans nos relations fraternelles. Quand tu as un ami avec qui tu marches, tu t'attends à ce que quand tu es dans des difficultés, cet ami-là te vienne en aide. Mais quand vous êtes dans des difficultés et que tu fais appel à cet ami-là, qu'il répond par son absence, tu es déçu, tu es frustré. Donc, je tiens à signaler que ce dévastateur-là, il est tellement insidieux qu'il n'intervient pas seulement dans le mariage, il intervient aussi dans les relations amicales, dans les relations fraternelles entre frères et sœurs,
tout ça, il intervient. Donc voilà un peu cet élément-là. Il s'appelle l'attente. Et quand cette attente-là, elle n'est pas satisfaite, voilà tous ces dégâts que ça crée. Donc je viens là de mettre en relief les attentes positives. Ce que je viens de citer là, on s'attendait tous à ça quand on rentrait dans le mariage, ou on s'y attend même toujours, même étant dans le mariage. Mais il y a certaines personnes aussi qui rentrent dans le mariage avec des choses irréalisables. Voilà. Et ça peut devenir une plaie aussi. Donc on va essayer de passer cela en revue pour qu'on essaie de corriger aussi si on a encore ces attentes-là. Tu rentres dans le mariage, généralement, les hommes ou les femmes, ils ont une liste qu'ils font. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais moi je sais qu'à un moment donné, je l'ai fait. Tu prends ta liste, je veux que mon mari soit comme ça. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit beau, qu'il soit clair, noir, ceci, cela. Je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il soit gentil, je veux qu'il soit simple, humble et tout ça. Tu vas énumérer tout cela. Et au fur et à mesure que vous allez passer du temps étant fiancé, tu vas te mettre à cocher les cases. Tu n'as même pas fini de cocher les cases, vous allez entrer dans le mariage. Tu vas aller encore t'asseoir dans le mariage là, et puis chercher à cocher ces cases-là. Non, il n'y a personne qui est parfait. À moins que je me trompe. Il n'y a personne qui est parfait physiquement. Il n'y a personne qui est parfait intellectuellement. Il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a pas une personne qui, à elle toute seule, elle est belle, elle est très intelligente, elle est drôle, elle n'a pas de défaut. C'est pas possible. On a tous des défauts. Physiquement, on en a. Émotionnellement, on en a. Dans le caractère, on en a. Donc, quand tu rentres dans le mariage, tu te dis qu'il faut que tout ce que toi tu as écrit sur ta feuille là, ton mari ou bien ta femme doit respecter tout cela. Tu te trompes sur toute la ligne. Donc, c'est comme c'est utopique de penser que cette personne-là sera totalement parfaite. Donc, quand tu arrives dans le mariage, tu es là, tu pars, tu observes en fond des gens. Ah, il n'est pas comme j'ai dit là. Ça ne peut pas marcher. Non, celle-là, elle ne fait pas comme j'ai imaginé là. Ça ne peut pas marcher. Il faut plutôt se concentrer sur les aspects positifs. Il faut plutôt se concentrer sur les qualités de cette personne-là. Plutôt que d'essayer de découvrir d'autres choses, ou bien que cette personne-là, tu l'attrapes et tu veux forcément faire rentrer cette personne-là dans toi tes conditions, dans toi tes cases que tu es en train de cocher. Donc tu vas te frustrer cadeau, parce que ce n'est pas une attente positive. Donc tu es frustré, mais ta frustration là, ça ne veut rien dire. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Parce que ce que tu es en train de rechercher là, c'est utopique, c'est pas possible. Tu ne peux pas trouver une personne 100% parfaite. Il faut composer avec ses qualités. Parce que toi-même, tu es en train de rechercher ces choses-là. Tu as aussi des défauts. Voilà. Donc, je disais, cocher toutes les cases. Et on rentre aussi, on a tous vu ce truc-là, tu rentres dans le mariage, tu te dis, la passion. Je ne dis pas l'amour, hein, je dis la passion. La passion, là, ne va jamais s'estomper. Ça dit qu'on n'est pas... Parce qu'on est passionné quand on est fiancé, là. On va rester dans la passion, là, comme ça. La passion, ces papillons qu'on a dans le ventre quand on va aller rencontrer le fiancé. Tu as des papillons dans le ventre. Ou bien, oh, il est trop beau. Hein. Tu idéalises et tout ça. Quand tu entres dans le mariage en te disant que cette passion-là va demeurer éternellement, je ne parle pas d'amour, je parle de passion. Voilà, parce que l'amour, normalement, doit demeurer. Dans cette passion-là, tu te dis qu'elle ne va pas s'estomper. Cette passion-là va rester comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai envie de te dire que tu es en train de te fourrer le doigt dans l'œil. Parce qu'à un moment donné, la passion va s'estomper. Pourquoi? Parce qu'il y a le train-train quotidien va s'inviter. Pourquoi? Parce qu'ensemble, vous êtes en train de réaliser d'autres choses. Vous vous aimez, mais il y a cette passion-là qui va s'estomper peu à peu. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Ou bien il y a des périodes où vous allez observer que cette passion-là a un pic. Il y a un pic. Hey, lui, là, c'est quand il a je l'aime encore beaucoup. Oh, oui, ma femme, là. Tout ça. Et il y a des moments où ça redescend. Donc, il faut se dire que quand j'entre dans le mariage, il y a des hauts et il y a des bas. Il ne faut pas que je parte en me disant que tout sera toujours rose. Et quand tu arrives et que tu constates que tout n'est pas toujours rose, tu es frustré, toi seul dans ton coin, hey, je suis blessé. Mais qui t'a dit que quand tu rentres dans le mariage, tout est toujours rose? Est-ce que la vie même familiale dans laquelle tu es quitté là, tout était toujours rose? Il y a des pics d'émotions et puis il y a des moments où ça descend. Même la nature que Dieu a créée là, il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Donc il faut te dire que tel que ça se manifeste. Dans le mariage aussi, ça se manifeste. Il y a des moments où ça monte et il y a des moments où ça descend.
Donc, il ne faut pas rentrer dans le mariage avec cette pensée-là que la passion va être tout le temps au beau fixe. Votre amour va vivre tout ça, mais il y a des moments où la passion va descendre. Et on a ce défaut-là. Quand on rentre dans le mariage, on se dit que le partenaire avec qui je vais aller être va régler tous mes problèmes. Il va régler tous mes problèmes. Il va régler tous mes problèmes financiers. Il va régler toutes mes blessures. Je suis quitté au village avec là. C'est mon mari là, lui, il va régler tout ça. Ou bien, toutes mes blessures, je suis quitté, je ne sais pas où avec là, ma femme. Tous mes gourmets là, que j'ai accumulé, mes blessures de guerre là. Je viens, en tout cas, Yao va régler ça. Ou bien Adoua va régler tout ça. Non, du tout. Voilà. Donc, c'est une fausse, on rentre avec une fausse conception. Tu ne dois pas entrer dans le mariage en te disant que, ou bien étant dans le mariage en te disant que celui avec qui je suis va tout régler. Il n'est pas super mal. Bon, la dame aussi n'est pas super ou mal. Elle ne va pas venir régler. Si tes parents même n'ont pas réglé tous tes problèmes d'émotion et tout ce que tu ressens, ton caractère, ils n'ont pas pu tout façonner, puis tu es venu te marier là. Ce n'est pas la bonne dame qui va régler tous tes problèmes à ce niveau. Ce n'est pas aussi le bon monsieur là qui va venir régler tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, même si on a comptabilisé 50 années de mariage, si on a encore cette conception-là, comme quoi, en tout cas, lui là, tout ce que j'ai là, c'est lui qui doit tout régler dans mon cœur là-bas. Qui doit régler toutes mes blessures et tout ça. Ou bien l'homme qui se dit, cette dame-là, c'est elle qui doit tout régler. Cette frustration-là, tu te la tapes au fait pour rien. Parce que c'est une mauvaise attente que tu as dans le mariage. Il y a certaines personnes qui entrent et qui veulent que l'autre soit comme lui. Il doit penser comme moi je pense. Il doit avoir la même conception des choses que moi. Il doit forcément savoir que le soleil là, il faut que ça s'arrête ici, il faut que ça monte. Non. Vu que vous avez grandi dans différents environnements, vous avez reçu des bagages biologiques, tout est différent. Donc, vous ne pouvez pas venir et puis vous imaginez que quand toi tu vois que le sol est rouge, lui aussi doit voir que le sol est rouge. Il a le droit de te dire que le sol il est bleu quand il pense qu'il est bleu. Parce que chacun a sa perception. On est mariés, on forme un comme la Bible dit. Et chacun a sa conception des choses. Ils sont jumeaux, mais chacun a sa conception des choses. Donc c'est de mauvaises attentes avec lesquelles on rentre dans le mariage. Et quand on rentre dans le mariage avec ces mauvaises attentes-là, et qu'on va et que ce n'est pas satisfait, c'est encore des frustrations. Et c'est des choses qui, de façon subtile, comme vous l'avez dit vous-même, détruisent le mariage. Pour revenir, tout ce qui est manque de communication, colère dans le mariage, comme on dit, des rancœurs dans le mariage, les distances qui se créent émotionnellement, les distances sociales qui sont créées dans le mariage, comme vous l'avez cité d'ailleurs, le manque d'intimité ou bien intimité désordonnée, toutes ces choses-là, ce ne sont que les manifestations de nos attentes qui ne sont pas satisfaites dans le mariage. Donc vous avez tous raison, mais c'est les manifestations de l'attente insatisfaite. Comment régler cela? Vous l'avez déjà cité. Comment régler tout ça? Vous avez déjà cité. Qu'est-ce que moi je peux dire? Je dis simplement que on est tous déjà dans le mariage. Donc je ne peux pas dire on entend dans le mariage, va avec des attentes, comme on dit, positives, plutôt qu'avec des attentes négatives. Non. Mais même étant déjà dans le mariage, c'est des choses qui se corrigent. C'est des choses qui se corrigent. Il y a des exercices qu'on fait. Chacun fait cet exercice-là de son côté. Bien entendu, vous entendez d'abord, monsieur et toi, vous vous asseyez, ok. À l'issue de notre sortie, à l'issue de tout ce qu'on a eu à faire, tout, à l'atelier et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a des bases dans notre mariage qu'il faut qu'on revoie? Oui, il faut qu'on revoie certaines choses. Ok. Écris sur ta feuille. Tu venais avec quoi quand tu venais te marier à moi? Ou bien quand tu allais me chercher dans ma famille pour m'épouser? Quelles étaient tes attentes vis-à-vis de moi? Monsieur va s'asseoir à gauche. Il va notifier. Il va lister. Madame va en faire de même. On va mettre cela ensemble. On est chrétien, donc on va prier. Et puis ensemble, on va se dire, on va évaluer ensemble sur les attentes là. Elles sont positives ou elles sont négatives. Quelles sont les attentes, qui ont été satisfaites depuis qu'on est marié? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça fait 50 ans. Quelles sont les attentes qui ont été satisfaites? Quelles sont celles qui n'ont pas été satisfaites? Les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Quelles sont les blessures que cela t'a causées? S'il te plaît, dis-moi, ouvre-moi ton cœur.
Vous allez échanger. Oui, voilà ce que ça a créé. C'est la raison pour laquelle maintenant je suis comme ça. C'est la raison pour laquelle tu as constaté que je ne suis plus comme cela. C'est la raison pour laquelle toutes les vérités vont sortir. Et ensemble, vous mettez la feuille, comme j'ai dit, les feuilles ensemble. Voilà ce qui a été satisfait. Voilà ce qui n'a pas été satisfait. Ok, je vais faire l'effort avec la grâce et le soutien du Saint-Esprit de réaliser ces attentes-là. Monsieur va le dire, madame aussi va le dire. Vous attrapez vos mains, vous priez et le Saint-Esprit va continuer le processus. C'était ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup, Madame Assou. Too much of excess love. De Dieu là.
La femme là, on a papier, mais c'est cassé. Non, non, Gabé, je n'aime pas ce que tu fais. Viens danser. Regardez les phrases du commandant. Non, le doyen Nguessin Félix a tué. Papa dit. Hey, tonton Blé a gâté le coin. Chandéré. C'est gâté. Papa Digné. Il a pris l'envol, l'avion s'en va. J'ai dit n'oubliez pas les attentes. Je n'arrive pas à couper. Sinon. Vous êtes prêts, anciens ici, nouveau là-bas, filement. Elles sont parties. Vous êtes tous éliminés. Les nouveaux, filement. Venez. Ok, ancien ici, nouveau là. Ok. Non, c'est maintenant tu reviens, tu viens. Ancien ici, nouveau là. Tita. Ancien ici, nouveau là. Hébreu.
Hébreu. J'ai dit hébreu, ancien c'est ici. Tu as sauté d'ancien. Ok, ils sont restés deux. Ils sont restés deux. Somme. Non, il va trouver le premier. Juge. On reprend, on s'en va avec le livre de Ruth. Vous savez que vous êtes éliminé. Les trois sont éliminés. Nous sommes prêts, somme. Nous allons avec le livre suivant. Jude. Tous ces blocs éliminés. Laissez-la calculer. Vous mettez en bas avec vous. Ok. Ceux qui sont là, nous allons rapidement ancien ici. Vous voilà, Genèse. Vous êtes éliminés. On reprend. Quand ils sont là, Lévitique. Hébreu. Le demain est champion. Ecclésiaste. Tous ceux qui sont là éliminés. Avec ce livre, Cantique. D'accord, vous le menez. Donc, Genèse. Revenez. Donc, Matthieu. D'accord, revenez. Acte. Revenez. Genèse. Revenez. Philémon. Pista. Ok.